Ces dernières semaines, on s'est attaché, comme on l'avait dit à la première conférence de presse, à développer surtout le programme, parce que c'est ce qui nous semblait quand même le plus important. On l'a fait via le programme qui est maintenant sur Internet. On l'a fait via la réunion publique aussi. On a largement développé tout un tas d'axes, avec bien évidemment des candidats présents sur scène, mais sans forcément dire, bon voilà, je suis candidat, je suis candidate, etc. Donc forcément, c'était important quand même d'avoir un temps, puisque certes, on veut que les Calaisiens votent pour un programme, mais ils vont aussi voter pour des gens qui vont le mettre en place, qui vont le mettre en œuvre. Donc c'est également tout aussi important. Cette liste, elle est constituée d'un certain nombre de personnes, d'un maximum de quartiers différents, représentatifs sur plusieurs choses, par exemple sur des activités différentes, sur des âges différents, sur des engagements différents. On a vraiment cherché à avoir une liste la plus représentative possible, avec toujours l'idée sous-jacente que tout le monde peut faire la politique. Ça, c'est vraiment notre mot d'ordre. C'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à des gens avec des compétences, avec des formations. Tout le monde peut en faire, et c'est important que tout le monde en fait, parce que c'est comme ça aussi qu'on va redonner goût aux gens à la démocratie, et c'est comme ça peut-être qu'on va, je ne vais pas dire la sauver, mais en tout cas essayer d'enrayer la crise qu'on connaît, la crise de l'engagement, la crise démocratique qu'on connaît ces dernières années. Donc vous n'êtes pas venu m'écouter, vous êtes venu écouter les différents candidats. Ils vont chacun se présenter tour à tour, sans ordre de liste. Voilà. Alors ils vont vous dire quand même la position, c'est quand même une certaine importance. Ils vont dire leur position avec à chaque fois deux questions. C'est qui ils sont, tout simplement, et pourquoi ils s'engagent particulièrement sur la liste. Alors bonjour à tous et à toutes, moi c'est Sema, je suis 6e de la liste. Je suis calaisienne de naissance, j'ai grandi et étudié ici à Calais. Après avoir quitté la région pendant 15 ans, je suis revenue il y a 5 ans bientôt. Et ce retour m'a profondément marquée. J'ai constaté que malgré les richesses humaines de notre ville, les discriminations, les inégalités et le racisme restent bien présents. Face à cela, je ne pouvais pas rester indifférente. C'est pour cette raison que j'ai choisi d'intégrer le collectif. Ces idées, ces projets, ces convictions font écho à mon parcours de vie et aux valeurs que je porte. Donc je souhaite apporter ma pierre à l'édifice pour faire évoluer les mentalités, promouvoir le multiculturalisme et mettre en lumière la diversité des potentiels des Calaisiens et Calaisiennes, ainsi que de leurs voisins. Je tiens particulièrement à m'engager pour la réinsertion, la solidarité envers les migrants et les personnes sans abri, ainsi que pour la mise en place d'une cantine à 0 €. Parce que l'accès à une alimentation digne et équilibrée est un droit, pas un privilège. Pour nos élèves, je défends des menus plus riches et plus adaptés, c'est-à-dire proposer de la viande halal, par exemple, davantage de poissons. Nous vivons sur le littoral, profitons-en, ainsi que des options végétariennes et végétaliennes variées, qui permettra à chaque enfant de manger à sa faim. C'est aussi permettre aux parents de travailler plus sereinement et de subvenir aux besoins de leur famille. C'est ainsi que l'on construit une société plus juste où chacun trouve sa place. Je veux également dénoncer le génocide du peuple palestinien, forcément. Je refuse de garder le silence lorsque des êtres humains sont exterminés. S'engager, c'est aussi porter une voix pour celles et ceux qui souffrent. Donc merci de votre présence, de votre écoute, de votre soutien, qui compte énormément. Je terminerai par ces mots. Nous sommes tous égaux en droit. Le don de soi passe par la construction de soi. Et une petite citation de Romain Gary qui dit que l'humanité n'est même plus une légende, c'est un mythe, entre guillemets, errant. Je m'appelle Anne de Kester, j'ai 68 ans. J'ai 43 années de vie à Calais, parce que j'étais dans la campagne dunkerquoise. J'ai été élevée sur une ferme, je suis très attachée à tout ce qui est écologie et respect de la nature, respect du vivant en général. Ce qui m'a attirée sur cette liste, c'est qu'ils font une place à l'écologie qui est importante, et c'est aussi important pour moi, bien sûr. Et j'ai trouvé des personnes sincères et audacieuse, et donc ça m'a poussée à participer à ce groupe et à ces réflexions, parce que j'ai fait beaucoup de campagnes municipales avant celle-ci, avec toujours des partis de gauche et principalement écologiques. Ici, je vois pour la première fois, on ose évoquer vraiment les idées de fond. Je rejoins tes propos par rapport au racisme, à la différence, etc.
C'est une liste qui est ouverte à beaucoup d'idées, beaucoup de principes de respect. Et c'est ce qui m'a poussée à le faire. Alors bon, je suis particulièrement sensible aussi au toit pour tous. Trouver du logement et puis mettre l'argent public là où il est nécessaire et pas là où ça fait des fleurs et de la fumée. Je veux dire par là, je suis intéressée par le fait qu'on arrête de faire du flonflon et puis qu'on mette l'argent là où il est. Alors arrêter les rochers, etc. Si on mettait tout cet argent qui est destiné pour l'instant à entraver les gens et puis à entraver leur liberté de circulation, on aurait largement plus d'argent pour aider, ce qui a été ma profession. J'ai travaillé avec des personnes très en difficulté intellectuelle et aussi souvent sociale. Florian Danière, j'ai 28 ans. Je suis professeur en lycée, mais je suis surtout militant insoumis depuis 10 ans. Moi, ce qui m'anime le plus dans cette liste et dans cette dynamique, c'est le fait de lutter contre les délégations de services publics. Donc, c'est un point de programme. Parce qu'il est inacceptable que des services publics donnent lieu à des profits pour les multinationales et aussi que les décisions sur la gestion des services publics, comme l'eau, comme l'énergie, comme la cuisine collective, soient déléguées à des entreprises privées. Seules des régies publiques sont capables d'assurer l'intérêt général et les régies publiques revenant à moins cher, elles permettent d'améliorer le service, comme par exemple de garantir la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Donc voilà ce que je porte le plus dans cette liste. Je m'appelle Marine Desailles, j'ai 36 ans et donc je suis calaisienne. Je suis née à Calais. Je suis revenue habiter à Calais il y a 5 ans. J'étais partie à Lille pendant 10 ans. En fait, je suis infirmière et donc je travaille avec les gens à la rue à Lille. Et en parallèle, je travaille aussi bénévolement pour une ONG calaisienne auprès des personnes migrantes exilées. Et justement, c'est quand je suis revenue à Calais que j'ai été reconfrontée à voir les personnes à la rue, que je me suis dit, je vais m'engager. Pourquoi je me suis investie dans cette liste? C'était aussi pour ça. C'était d'être avec des personnes qui souhaitent raconter autre chose et de vouloir une ville un peu plus sociale et un peu plus solidaire. Moi, ce que j'ai aimé, c'est travailler collectivement, je dis bien collectivement, sur l'aspect de la santé, avec, pour moi, 2 points essentiels. C'est la prévention de la santé mentale chez les jeunes, avec des permanences, des groupes de parole, en s'appuyant sur les associations qui sont déjà existantes, parce qu'il ne faut pas inventer des choses, il faut utiliser les forces qui sont déjà présentes. Et ensuite, redéfinir et recomposer un vrai maillage sanitaire de prévention. Quand on entend Natacha Bouchard qui souhaite depuis des années une salle de coronarographie, faudrait peut-être qu'il y ait un suivi correct en termes de cardio en ville. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de cardio en ville, il y a très peu d'infirmiers pour faire du parcours de soins et faire de la santé globale. Donc en fait, c'est vraiment retravailler ça auprès des Calaisiens, retravailler l'installation des médecins généralistes, qui peuvent être alors soit avec des maisons médicales s'ils veulent être encore en libéral, ou soit des centres de santé municipaux où là c'est la mairie qui gère, qui salarie les médecins, les infirmiers. Voilà. Et après moi j'étais contente de rencontrer des gens qui comme moi ont une passion de cette ville. C'est-à-dire que moi j'adore le patrimoine calaisien, j'adore ces vieux bâtiments, cette bourse du travail qu'il faut se réapproprier, qu'il faut rénover sans virer les syndicats. Alors, j'ai le plaisir d'enseigner à Calais, d'y vivre depuis plusieurs années, notamment à ce magnifique quartier des Cailloux. Et depuis aussi plusieurs années, je suis vraiment très intéressé, je travaille un petit peu sur ça, sur la question des luttes contre la désindustrialisation, des luttes ouvrières. Et j'ai lancé avec d'autres, ici présents aussi, le collectif Transformons la ville, après, dans le mouvement des dernières législatives. En fait, moi, je suis très, très attaché à Calais. J'ai choisi d'y vivre, d'y habiter. Et c'est vraiment un choix, parce que je trouve que c'est à la fois une ville qui est très attachante, engageante. Et en fait, j'étais vraiment étonné positivement par la puissance des solidarités, quoi. C'est une ville où on voit des gens incroyables qui, depuis des années, essayent en fait de créer quelque chose d'autre. Et moi, ce qui m'a un peu
poussé en fait à m'engager plus en fait à Calais, c'est que quand on fait des marchés, quand on discute avec les habitants et tout, en fait, les habitants sont bien plus intelligents et plus sensés que la municipalité. Ça veut dire qu'on a une intelligence à Calais qui ne se voit pas dans les décisions de Madame la maire et de son équipe. Et c'est-à-dire qu'en fait, on a une maire qui occupe tout le terrain, mais on n'a pas une équipe municipale qui se fait en fait l'écho de ce qui se passe, des besoins réels des habitants, et qui accompagnerait par exemple des projets de quartier. Et par exemple, je trouve que c'est très visible sur la question du travail. On est dans une ville, un centre-ville, qui est détruit par la désindustrialisation, où il y a un très fort taux de chômage, notamment aussi le chômage des jeunes, qui est très fort. Et on nous parle de grands projets en lien avec des dépendances, avec le bassin de Gravelines ou le bassin d'emploi dunkerquois. Et on a totalement oublié, en fait, d'aller voir vraiment les habitants, de savoir c'est quoi leur formation, c'est quoi leur projet, et de construire, en fait, quelque chose de concret. Pas un projet industriel dans 20 ans, parce qu'en fait, ces bassins-là d'emploi, ils sont très fragiles. Et par exemple, on pourrait imaginer vraiment avoir des lieux de quartier où les personnes au travail et les personnes au chômage ont en fait accès vraiment à des moyens concrets pour chercher de l'emploi et pour aussi avoir un travail digne et respectueux. Quand Madame la maire met en avant, par exemple, les fast-foods à Calais, j'ai rien contre les fast-foods, moi j'ai des élèves qui travaillent dans les fast-foods pour pouvoir subvenir à leurs besoins, mais c'est peut-être pas ça qu'on doit mettre en avant comme travail. Et je pense que c'est ça qui me travaille un petit peu, c'est voilà, cette intelligence qu'on voit dans les marchés, et on voit la pauvreté en fait des discours de la maire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de la question d'aller vers la grande industrie, mais on sait, alors bien sûr qu'il faut avoir des mobilités vers Gravelines, vers les bassins d'emploi dunkerquois, mais il n'y a pas assez de travail sur les petites entreprises, toutes petites entreprises, et notamment sur la question de l'artisanat. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est le travail social. Et ça, la mairie, elle a un pouvoir sur ce travail social-là. Si on développe vraiment en fait une vie de quartier, on va aussi avoir des emplois. Par exemple, dans le programme, on a l'idée d'un restaurant social. Et restaurant social, ce serait de créer de l'insertion, par exemple avec des personnes qui sont au domicile, mais aussi des personnes qui sont au chômage. On crée ces restaurants-là, et autour de la nourriture, en fait, on va créer de l'emploi, de l'insertion, de l'inclusion, des échanges entre les générations, et pas simplement faire un restaurant pour avoir sa photo dans Télémag, faire des restaurants qui donnent de la dignité au quartier. Et ça, si on multiplie ces projets-là, pas des projets qui sont des projets à des millions, mais des projets concrets et réels, on peut faire quelque chose pour cette ville. Oh non, on doit assez, c'est bien. Non, ce soir, c'est que vous. Ok, voilà. d'accord. On ne parle plus. Moi, je m'appelle Juliette Delaplace, je suis deuxième sur la liste. J'ai 34 ans, moi je suis calaisienne d'adoption, je suis venue une première fois en 2014 et puis de nouveau en 2020 pour travailler auprès des personnes exilées et des personnes exclues à Calais. J'ai quitté ce travail il y a 1 an et demi, mais je suis restée à Calais, où du coup j'ai une petite fille, où je continue de militer dans des associations en faveur d'une ville plus juste, plus solidaire, donc dans des associations auprès des personnes exilées, mais pas que, aussi dans différents réseaux qu'il peut y avoir de solidarité internationale ou environnementale. Et puis, c'est depuis Calais que j'essaye de prendre le train, de ne pas prendre la voiture pour me rendre à Lille tous les jours, mais c'est difficile parce que c'est un vrai sujet, en fait, comment cette ville, elle encourage le fait d'emprunter la voiture parce qu'il y a un manque de transport en commun. Donc, j'essaye de me rendre en train et en vélo à Lille tous les jours où je suis en reconversion professionnelle, je suis élève avocate après avoir étudié la justice pénale internationale. Voilà. Et donc, moi, une bonne raison d'être sur la liste, eh bien, c'est qu'avec le collectif Transformons la ville, on a travaillé toute l'année dernière en fait, à des journées qui ont réuni entre 100 et 150 habitants, habitantes, si on cumule le nombre de participants individuels sur chacune des journées. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas envie que lors de ces municipales, et en tout cas on avait envie de renforcer les rangs pour que lors de ces municipales, il n'y ait pas on ne nous fasse pas croire qu'il n'y a qu'une alternative entre l'inhumanité de Natacha Bouchard et l'inhumanité aggravée de Marc de Florian. Parce qu'on s'est rendu compte que ces journées, elles suscitaient de l'adhésion, elles suscitaient de l'envie, elles réunissaient des personnes qui avaient des expériences de vie, de solidarité dans cette ville et qui avaient envie que leur voix soit entendue. Et donc en fait, nous, on est là aussi pour que nos idées, que tous les camarades ont développées, que ce soit sur les services publics, sur l'écologie, sur la solidarité internationale, sur l'emploi, sur la santé, que toutes ces idées, elles puissent véritablement exister dans ces discussions et elles puissent se traduire en actes. Parce que ce qu'on a appris aussi en vivant dans cette ville, mais aussi en travaillant lors des journées Transformons la ville, c'est que la mairie est extrêmement compétente. Elle a énormément de compétences. Je ne dis pas que la maire est compétente. Je dis que la mairie a beaucoup de compétences.
sur des faits du quotidien, et qu'aujourd'hui, elle a 200 millions de budget annuel. Moi, c'est toujours quelque chose qui me choque, parce que la Cour pénale internationale a moins de budget annuel que la mairie de Calais. Alors, il faut comparer ce qui est comparable, mais c'est quand même dingue. Ça dit qu'on peut faire des choses, on est capable de choses. Et donc, il faut que notre force politique, que notre camp puisse être entendu et puisse exercer le pouvoir dans la mairie pour que les choses concrètement dans la vie quotidienne des gens soient simplement plus vivables, plus humaines, plus équitables, plus justes, plus dignes. Voilà. Pour notre collectif aussi, il y avait cette phrase de Manon Aubry, qui est elle-même issue de la société civile, qu'elle a dit dans un reportage quand elle est devenue députée européenne. Elle a dit si tous les dégoûtés ne s'engagent pas en politique, il reste que les dégoûtants. Et en fait, je pense que pour le collectif Transformons la ville, et je crois aussi pour nos camarades des autres listes, en fait, il y a aussi ce sentiment-là, c'est-à-dire que on ne peut pas laisser seulement le Rassemblement national et Natacha Bouchart exister politiquement dans cette ville. C'est pas possible. Si les dégoûtés s'en vont, il ne reste plus que les dégoûtants. Mais après, une autre question qu'on peut se poser quand on parle de transition écologique, c'est si pas maintenant, quand? Et si pas moi, qui? Ça, c'est des questions vraiment qui sont un peu au cœur aussi de mon engagement. Alors, moi, je m'appelle Jean-Pierre Mousselli, je suis numéro 3 sur la liste. J'ai 54 ans, je suis ingénieur civil des mines de formation. Et j'ai pris conscience très tôt, il y a 30 ans, de la gravité et de l'urgence de la crise écologique et climatique. Et à quel point, comme toujours, ce seront les plus vulnérables et les moins responsables, en France bien sûr, mais aussi dans les pays en développement, qui sont les plus vulnérables au changement climatique, qui allaient être les premières victimes. Et cette injustice m'a à la fois effrayé et révolté. Donc j'ai quitté l'industrie pour me former à la politique, aux politiques énergétiques et climatiques aux Pays-Bas, et m'engager auprès d'associations nationales et internationales pour sensibiliser les gens et proposer des scénarios, proposer des solutions. Concrètement, répondre à la question comment on vit en respectant nos engagements climatiques et en étant dans les clous au niveau du climat, comment on mange, comment on habite, comment on se déplace, comment on travaille. Je rappelle une étude du CNRS qui dit que une transition écologique ambitieuse, c'est 600 à 800 000 emplois nets créés en plus. Donc il y aura des destructions d'emplois, mais il y aura beaucoup plus de création d'emplois que de destruction d'emplois. Qu'est-ce qu'on veut comme emploi pour demain? Est-ce qu'on veut des emplois qui vont être dans lesquels on va être fier de travailler parce qu'on contribue à quelque chose qui fait sens, ou est-ce qu'on continue à travailler dans quelque chose qui ne fait plus sens? Et c'était par exemple pour moi la raison pour laquelle moi j'ai quitté l'entreprise pour laquelle je travaillais. Je travaillais en plus c'était avant ma prise de conscience écologique, je travaillais dans le secteur pétrolier, dans le parapétrolier, et ça m'a aussi permis de me rendre compte aussi d'un certain nombre de réalités sur ce que fait la France en Afrique, et comment on traite les personnes en Afrique dans ce secteur. Alors je suis arrivé à Calais il y a une dizaine d'années pour travailler dans une entreprise d'insertion, de fabrication de logements sociaux et en matériaux naturels et efficaces en énergie. Et j'ai découvert à quel point, à Calais, non seulement on était à la traîne par rapport à d'autres villes sur la question de la mise en œuvre de cette transition écologique et climatique qui est indispensable, mais j'ai découvert aussi à quel point la ville ne faisait non seulement rien, mais empêchait les gens de sensibiliser, de se mobiliser, de prendre leur destin en main. Alors c'était il y a un peu moins il y a 10 ans maintenant, Alternatiba. On avait essayé, l'année de la COP21, on avait essayé de monter un festival des alternatives pour montrer ce qui était possible de faire. La mairie a refusé, avec l'argument, il faut arrêter de faire peur aux gens avec le changement climatique. C'est une banderole, je réclame l'urgence climatique qui est posée à une fenêtre, et la mairie qui fait retirer cette banderole de force en agissant auprès du bailleur, en menaçant, et le bailleur a appelé le locataire pour le menacer de faire retirer cette banderole à ses frais. C'est le plan climat qui est totalement ni fait ni à faire à Calais, qui n'est pas fait de manière participative avec les habitants, mais surtout sans aucune ambition. C'est-à-dire que pendant une réunion de préparation du plan climat,
il a été dit, surtout dites-nous ce que vous faites déjà, aux entreprises et aux acteurs présents, dites-nous ce que vous faites déjà, qu'on puisse rédiger une fiche action, qu'on puisse faire semblant qu'on a fait quelque chose. C'est pas vraiment comme ça qu'on va changer les choses. Faut que tu me laisses t'applaudir, Jean-Pierre. Eh ben oui, voilà. Et donc encore, je termine, j'ai quasiment fini. Le plan vélo qui est totalement interrompu, le conseil de développement de l'agglomération qui est fait en catimini. Au final, pour se résumer, ce qui me frappe, c'est l'impréparation, le déni, l'impression de vivre dans une ville qui mène une politique du siècle dernier, qui n'a rien compris, et surtout le mépris pour les générations futures. C'est Caroline Ndiaye. Ok. Ndiaye, bref. J'ai 54 ans aussi. Je suis la 12e sur la liste. Je suis enseignante dans un collège ici à Calais. L'histoire géo, la géographie, pardon, et le MC, enseignement moral et civique, j'y tiens. Je suis arrivée à Calais en 1998. En fait, c'est moi qui ai demandé à venir dans le Nord. Je viens de la Bretagne et j'ai dit, moi, je vais aller dans l'académie de Lille. Et on m'a prise pour une folle. C'est pas grave, je regrette pas. Et effectivement, je fais partie aussi du collectif Transformons la ville, qui pour moi a été vraiment quelque chose d'important, qui m'a redonné un peu espoir sur ce qu'on pouvait faire. Et justement, cette liste-là, ce qu'on est en train de faire, moi, ça me redonne... j'ai l'impression qu'on peut essayer d'agir un petit peu sur le quotidien. Alors moi, je suis très attachée à la culture. À la culture, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que, en tant qu'enseignante, mais pas seulement, mais la culture pour les élèves, pour moi, c'est primordial. Parce que c'est grâce à la culture qu'on peut construire sa personnalité, qu'on peut construire sa pensée, et puis surtout qu'on peut s'ouvrir sur le monde. Et je trouve qu'à Calais, c'est tellement important pour les élèves. Enfin, moi, les élèves que je vois, ils ont du mal, ils sont très renfermés sur eux-mêmes, et c'est comme ça. Et dès qu'on les ouvre, et en plus, les élèves, moi, c'est le collège, donc ils sont plutôt très curieux. Et je trouve ça essentiel. Deuxième chose, en plus, à Calais, moi, quand je suis arrivée, j'ai le Chanel. Le Chanel, pour moi, c'est ma deuxième maison. J'ai même fait partie des quelques victimes des victimes qui sont tombées du gradin. Mais pour moi, j'ai laissé non seulement un peu de mes os, mais pour moi, c'est essentiel aussi. C'est un lieu culturel, un lieu d'ouverture vers les autres. C'est un lieu qui a un rôle extrêmement important. Et c'est une chance incroyable. Quand je parle, moi, quand je retourne dans ma région, que je parle du Chanel, quand je raconte ce qui se passe, les gens disent, mais quelle chance on a d'avoir une scène nationale comme ça. Et quand je vois ce qui a été fait pour le Chanel, ça me révolte et ça m'agace. Nous, on travaille avec le Chanel aussi, avec le collège. Un peu moins maintenant parce qu'il n'y a plus de passe culture, mais bon, on a beaucoup travaillé. Et donc, la liste, pour moi, c'est, d'après moi, la seule liste qui a un programme culturel ambitieux, qui tient la route et... qui a un vrai programme culturel. C'est pas pour attirer, c'est pas l'attractivité, c'est un vrai programme culturel. Et surtout, en particulier, il y a pas d'adjoint à la culture à la mairie. Il n'y a pas d'adjoint à la culture, c'est une honte. C'est une honte. Ça, à l'attractivité, mais c'est quoi? Ça veut rien dire, quoi. L'attractivité. Enfin bref. Donc nous, c'est notre envie. On mettra un adjoint à la culture. Ce qui est important aussi, et moi, ce qui me plaît aussi dans le programme, c'est essayer de retravailler en tant qu'enseignante, alors, au niveau des écoles primaires, structurer l'offre culturelle pour le périscolaire, faire progresser aussi le budget de la culture, par exemple. Ça, c'est intéressant. Soutenir les artistes, les associations locales qui, souvent, n'ont pas de lieu pour se produire, surtout si on n'est pas dans les petits papiers de la mairie, n'est-ce pas? Et on peut interdire à certains artistes de se produire parce que ils ont osé critiquer la politique de la mairie. Ça, c'est pas normal. Et puis surtout, on va sortir le dragon et les varans de la culture, du budget de la culture. Le varan et ça n'a rien à voir avec la culture. C'est juste un bus luxueux pour les touristes, mais ça n'a rien à voir avec la culture. Moi, c'est Jade. J'habite à Calais depuis 5 ans. Je suis originaire de région parisienne. Et je travaille dans le milieu associatif depuis à peu près 6 ans auprès de publics précarisés, principalement des personnes étrangères ou des jeunes qui sont issus de quartiers prioritaires,
marginalisés et abandonnés, et auprès de jeunes qui sont très stigmatisés. Donc actuellement, je suis responsable associative. Si moi j'ai rejoint la liste à gauche toute, c'est parce que je fais partie aussi du collectif Transformons la ville, avec qui je suis très contente d'être et de militer au quotidien, parce qu'on a beaucoup appris via des méthodes d'éducation populaire sur des sujets qu'on pensait pas pouvoir maîtriser, mais qu'on a appris à maîtriser, aussi à s'intéresser à des choses qui nous concernent pas. Et pour moi, c'est ça aussi la politique, s'intéresser à ce qui ne dépend pas de toi, mais aussi ce qui concerne d'autres personnes. Et donc, ce qui m'intéresse dans cette liste, c'est notamment la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le déterminisme social, puisqu'actuellement, on a une politique qui invisibilise et qui cache la misère, qui cache les pauvres. Il y a vraiment une politique de chasse. Et pour moi, c'est un enjeu de lutter contre ça. C'est pas normal, en fonction du quartier où on vit, qu'on soit déterminé. J'ai accompagné des familles qui ont eu la grand-mère au RSA, la mère au RSA et la petite-fille au RSA. Et c'est pas normal que la pauvreté, elle se répercute de génération en génération. Au Fort-Nollier, il y a un taux de non-scolarisation et de non-emploi pour les jeunes de 40,9% d'après les chiffres du SIG. Je note la France. Et c'est pas normal, voilà. Il y a des choses aussi qui sont fondamentales et qui permettent de pouvoir changer ça à l'échelle d'une ville. C'est ce qu'on appelle la politique de la ville, qui aujourd'hui s'est beaucoup dénaturée et qui maintenant reprend uniquement des mesures de plan d'urbanisme, alors que la politique de la ville, à l'origine, c'est pas ça. C'est vraiment mettre plus de moyens dans la lutte contre la précarité d'une manière générale et donner plus de chances à des personnes qui ont moins accès à ces conditions-là, enfin, à ces chances-là. Et du coup, avoir une politique de la ville qui soit ambitieuse, sortir peut-être même de l'ANRU, mais être dans des APU, c'est des ateliers populaires d'urbanisme. Et ça a été fait dans des quartiers proches d'ici, à Roubaix, notamment dans le quartier de l'Alma. Enfin voilà, il y a des choses qui sont possibles à cette échelle-là pour pouvoir, pour pouvoir penser l'habitat avec les gens. Et voilà, en fait, être ambitieux et que au sein de la liste à gauche toute, la lutte contre la précarité, ça soit l'angle angulaire, parce que quand on améliore la situation des personnes pauvres, on améliore en fait la situation de n'importe qui. C'est important aussi de dire que les gens, ils ont le droit d'être pauvres et que lutter contre la pauvreté, c'est pas faire en sorte qu'on soit tous riches ou qu'on ait tous des BMW, etc. Mais qu'en fait, qu'on puisse tous avoir accès à la dignité. Et quand je parlais de cette famille-là qui se répète de génération en génération, je trouve que c'est important aussi de dire que c'est pas grave, en fait, que les gens puissent vivre avec un revenu qui soit pas suffisant. Ce qui est grave, par contre, c'est que ce revenu qui soit pas suffisant leur empêche d'avoir accès à la dignité, leur empêche d'avoir accès à un logement décent, leur empêche d'avoir accès au droit à la vie. Et du coup, ça, c'est quand même quelque chose qui me semble fondamental, parce que c'est pas lutter à tout prix contre la pauvreté parce que ça serait un idéal, mais vraiment, j'insiste là-dessus, pour pas stigmatiser les personnes. Voilà. Christian Boone, je suis retraité de 2 secteurs, de l'industrie et dans la deuxième partie de ma vie professionnelle, de l'éducation nationale en tant qu'enseignant en lycée professionnel, ici à Calais. Donc racine calaisienne de longue date, bien que mes arrière-grands-pères étaient anglais. Alors la raison, j'ai rejoint cette liste, c'est pour moi la liste qui a le programme écologique et social, car ces 2 termes, je pense que ne peuvent plus être séparés. C'est ce programme qui me paraît le plus ambitieux, et c'est le programme que mérite une ville comme Calais, qui est exposée à plusieurs difficultés, et pour laquelle il faut prendre en compte et l'accueil des migrants, et le chômage, et les conséquences du changement climatique. Et ces 3 points, pour moi, sont, je dirais, prioritaires. Je vais ajouter un petit point sur la culture. Je rappellerai aussi, parce que je fais partie de l'association France-Palestine Solidarité. Il y a Leila Chaïd, qui était ambassadrice de Palestine en France en 2002 et qui était passée par Calais. Et qui, dans un interview accordé au Chamel, avait dit: chaque fois que vous essayez de déposséder un peuple de sa culture, il résiste. Et cette résistance prend différentes formes. Il y a celle que la télévision aime montrer d'une manière spectaculaire, car la violence est devenue un des éléments principaux du spectacle. Mais la résistance la plus importante est celle du quotidien. Et dans cette résistance du quotidien,
l'activité culturelle est aussi la plus importante. Moi, je m'appelle Arthur, je suis 49e sur la liste, j'ai 25 ans. Je suis venu la première fois à Calais en 2019. Je suis originaire de la métropole lilloise à la base et j'ai grandi à la campagne en Charente-Maritime. Et donc, je suis venu comme bénévole associatif dans une association d'aide aux personnes exilées, de base en stage. Au final, je suis revenu pour un autre stage quelques années plus tard et maintenant j'habite à Calais depuis 2 ans. Et actuellement, je suis conseiller juridique pour une association d'aide aux personnes en situation irrégulière. Moi, ce qui m'anime, c'est l'engagement citoyen. Je trouve que ce qui compte, c'est dans la politique, c'est donner l'exemple. Je fais partie de la génération des marches pour le climat. J'ai commencé à m'engager comme ça en 2018, en suivant en fait l'exemple de figures comme Greta Thunberg, et ensuite en changeant les engagements, enfin en diversifiant, on va dire. Mon parcours m'a amené à venir à Calais. Et là, je me suis rendu compte en fait de tout ce qu'on pouvait faire avec très peu de moyens et avec des personnes très volontaires. À Calais, il y a plusieurs centaines de bénévoles qui viennent parfois de Calais, parfois d'ailleurs, même des bénévoles qui viennent d'autres pays, qui viennent soutenir les personnes exilées ici, qui s'engagent au quotidien. Et c'est beaucoup de jeunes, mais aussi de moins jeunes, qui sont là tous les jours. Et donc moi, voilà, ce qui m'anime, c'est 2 choses, c'est l'engagement citoyen et la lutte contre les inégalités. Je trouve ça terrible. En fait, moi, ce qui m'a choqué en arrivant à Calais, c'est cette différence qui est faite en fait entre ceux qui comptent et ceux qui ne comptent pas à Calais. Donc, les habitants les plus aisés, en fait, qui comptent, et ceux qui ne comptent pas, les personnes exilées et les personnes plus précaires, qui forment de plus en plus grande majorité à Calais. Et moi, ce qui m'a poussé aussi à rejoindre cette liste, c'est de voir en fait justement que cette liste est formée de personnes qui donnent l'exemple, d'associatifs, de travailleurs sociaux par exemple, et en fait qui, même s'ils n'ont pas fait de la politique toute leur vie, en fait en ont fait au final, parce qu'ils ont donné l'exemple. Donc Aurélie Mériot, je suis 18e sur la liste. Je suis retraitée, j'étais professeure. Je suis militante à la France Insoumise, aux côtés de Jean-Philippe Lannoy, depuis de nombreuses années. Voilà, donc j'ai déjà fait une campagne municipale la dernière, dans des conditions très différentes et qui ne sont pas comparables. Avec une liste qui rassemblait notamment les socialistes et les communistes. Et donc cette année, j'estime que on s'est lancé dans une nouvelle expérience qui est particulièrement réussie, qui me semble d'une solidité, donner un espoir fou, ouvrir énormément d'horizons. Parce que moi-même, je n'avais pas encore pris conscience de tout ce qui se jouait au niveau d'une politique municipale. Et c'est vraiment ce que les gens doivent réaliser, quoi. Parce que sinon, on s'enferme dans des non-choix et on pense qu'on ne peut rien faire, alors qu'il y a tellement de choses à faire. J'ai vraiment trouvé que cet engagement dans la politique au sens noble du terme était particulièrement donc convaincant. Vraiment la politique pour faire le bien, comme dit si bien Juliette, et que ça donne finalement beaucoup d'espoir pour la suite. Tout le monde sait bien que c'est difficile d'emporter une mairie comme ça du premier coup, alors qu'on vient d'apparaître comme ce groupe nouveau qui présente quelque chose de vraiment différent, mais qu'on est très solide et qu'on va continuer. Qu'on va exister, et que à force de creuser le sillon, on pourrait renverser les choses.
Et c'est une très bonne nouvelle pour les Calaisiens. Mais vous pourrez la. Si vous avez je pourrais calculer. On peut faire une médiane, vous pouvez faire une moyenne, une médiane. On doit mouiller la quarantaine. Ouais. En fait, ça va de. Le plus jeune, c'est Hugo. Il a quel âge? Il a 22 ans, je crois. Il a 22 ans et la doyenne, mais bon, c'est pas très. C'est Martine. La doyenne, c'est Martine. Qui a 77 ans. Martine De Vride, 77. Ouais. De 7 à 77. Ouais. Et ensuite, oui, c'est assez réparti quand même. Et c'est vrai que c'est important parce que j'ai vu dans d'autres structures un peu politiques des fois où il y a vraiment des effets d'âge comme des effets d'autorité. Alors il y a les petits jeunes qui ont l'impression de tout réinventer avec beaucoup de mépris aussi pour ceux qui ont de l'expérience. Et il y a le contraire, il y a aussi l'effet d'autorité à ceux qui ont beaucoup d'expérience, qui apprennent la vie, quoi. Et justement, je trouve que ce qui est très beau, moi, ce qui me touche beaucoup à Calais, c'est que vu que les causes sont très dures, c'est-à-dire que nos combats sont tellement essentiels, qu'on est obligé d'avoir des échanges d'expérience. Et je pense dans les assos, c'est pareil. On a autant à apprendre de quelqu'un aujourd'hui qui a 18 ans, 17 ans, qui s'engage, comme on a entendu tout de suite pour Calais, que quelqu'un qui a 80 ans et qui a eu en fait une mémoire de Calais. Et ça, je pense que c'est vraiment pas juste électoraliste de dire ça, c'est une vraie expérience, quoi. Oui, et puis la richesse de cette liste, c'est qu'elle est très hétéroclite. C'est-à-dire qu'il y a des personnes de tout âge, de tout quartier, de tout milieu, de toute profession, études, pas études. Enfin, c'est ça qui est vraiment très, très intéressant de travailler ensemble. On est complémentaires, on s'enrichit, même si on n'est pas toujours d'accord, c'est pas grave, justement. C'est le fait de, quelquefois, ça nous oblige à mettre nos idées au clair et on arrive effectivement à trouver un point commun, quelque chose qui... Et ce qui fait que ce qu'on a décidé, le programme qu'on a fait, il est très très fort. Il est solide parce que justement, on a débattu, on a réfléchi. Je pense qu'il y a beaucoup de joie et d'espoir dans les idées qu'on propose. Il y a beaucoup de plaisir à militer toutes et tous ensemble. Et en même temps, il y a beaucoup d'émotions. Enfin, moi, tes larmes, Christian, elles me touchent et je les partage et je pleure aussi vraiment. Parce qu'en fait, les enjeux dont on parle, c'est des enjeux de vie et de mort. À Gaza, en termes de solidarité internationale, mais ici, dans la ville de Calais, il faut rappeler, on le dira autant de fois qu'il le faut, il y a un homme qui est mort à la rue dans cette ville le dernier jour de l'année 2025. C'est insupportable. Quand Jade, elle parle de quartiers qui sont relégués de pauvreté, qui se transmettent de génération en génération, cette souffrance, en fait, on a de la joie, nous, et on a de l'espoir, mais vraiment, on est aussi tellement déterminés parce que cette souffrance, on l'a tous vécu avec une proximité dans notre travail, dans notre vie personnelle, dans nos engagements militants. Et en fait, elle nous est insupportable. Et ça nous guide aussi. Et comme tous les Calaisiens. Enfin, en fait, je pense que c'est ce qu'on a tous en commun quand on est Calaisien, c'est qu'on en a marre de voir ce que peuvent faire les pires politiques du monde entier. Sauf que nous, on l'a dans notre rue. Et je pense que n'importe qui est à Calais en a marre de voir ça. Enfin, moi, j'étais petit, je me souviens, pendant la guerre du Kosovo, il y avait les gens en tente dans le parc Saint-Pierre. Mais par contre, là où on va amener une réponse différente, c'est qu'on va essayer d'autres choses. Le discours qu'on tient, les propositions qu'on a, elles sont tellement fortes que si on arrive à les propager, à les divulguer, les gens ne peuvent être que d'accord. Et c'est une grande force qu'on a potentiellement. C'est quelque chose, moi, qui me convainc absolument. Et justement, j'ai vu d'ailleurs quelques articles qui parlaient de la différence entre la commission qui nous animait et puis les autres partis dits de gauche, et qui sont finalement plus frileux et qui osent moins s'engager sur des sujets un peu clivants, etc. Oui, mais à force de ne pas oser, il ne reste plus rien, quoi. Ils ne sont plus que leur ombre. Et vraiment, ce que j'ai moi aussi apprécié dans ce nouveau collectif, c'est qu'on y va, quoi. D'accord ? Bon, il se trouve quand même que j'ai assisté à quasiment toutes les réunions de comité de pilotage, comme on dit. Donc j'ai vraiment suivi ça à l'œuvre. Et c'est vrai qu'au début, on s'est un peu regardé, on ne savait pas très bien comment allaient se faire les échanges. Et puis, en 2 réunions, c'était réglé, quoi. Ce qui m'a vraiment motivée, c'est ce groupe citoyen. Parce que ça fait 1 an, c'est vrai qu'on a travaillé autour de ce qui était possible de faire, mais c'était un peu dans l'idéal. Et en fait, dans ce groupe, on a vu des gens tellement dynamiques et tellement plein d'idées. Ça fusait, quoi.
jusqu'au dernier moment, j'étais pas du tout convaincue. Je voulais suivre ce qui se passait, mais sans m'avancer. Et là, t'es là. Non, mais c'est vous, c'est votre groupe qui a relancé l'envie, en fait. C'est l'année dernière qu'on a commencé à justement sonder les différents camarades, l'entourage, de dire alors il va falloir y aller, faire des candidats. Moi personnellement, je suis tombé sur beaucoup de gens quand même très déprimés par la situation, parce que la situation est difficile, locale, nationale, internationale, donc c'est loin d'être simple. Et donc quand on leur dit allez, il faut repartir au combat, est-ce que tu viens avec nous, machin, c'était pas simple. Et au final, tout doucement, quand ils ont vu que la campagne qu'on voulait mener correspondait aux choses et qu'on n'avait pas peur de dire les choses, on n'avait pas peur d'être radicaux dans notre proposition, parce que c'est ce qu'il faut pour Calais. Quand on n'a pas peur de ça, et ben très rapidement, les gens se sont beaucoup plus ouverts. Et des gens qui nous avaient clairement dit c'est niette, c'est fini pour moi, et ben au final, ils sont venus ici, on avait fait une inauguration du local, et assez vite, les gens, non, remplis le formulaire, bon, allez, c'est bon, je viens. Et donc il y a plein de gens comme ça qui ont suscité l'adhésion, parce qu'on a réussi ce projet qui donne envie, en fait, qui donne envie aux Calaisiens, et qui, donc, mécaniquement, donne envie à des gens aussi nous rejoindre. Juste pour compléter, peut-être là du point de vue du collectif Transformons la ville, nous ce qui nous a intéressé, c'est pour nous les municipales, c'est pas le moment où on se réveille et après on va se recoucher après. En fait, c'est un moment parmi d'autres d'un combat sur la longue durée. Et ce combat, il est simple, c'est celui aussi de refuser la notabilité politique. Moi, j'ai l'impression que la politique, ça devient de plus en plus solitaire à Calais. On voit des photos d'autres listes où ils sont 2, 3, voilà, ils mettent leur tronche partout. Et en fait, nous, notre but, c'est que notre tronche, elle passe 50 ou 60 fois dans Calais-Mag. C'est que, en fait, la municipalité, ce soit avec les habitants. Et ça veut dire aussi qu'on doit lutter contre, en fait, ce désir de devenir juste un petit notable de mairie. Et ça, c'est vraiment se dire que les municipales, c'est une lutte parmi d'autres, et les gens qui sont sur sa liste, dans leur quotidien, dans des associations, et même dans plein de moments de leur vie, ils ont aussi lutté pour Calais. C'est enthousiasmant. C'est-à-dire qu'on arrive à se mettre en mouvement, et là, franchement, on lâche les chevaux, parce qu'il est vraiment l'heure de lâcher les chevaux, il est vraiment l'heure de prendre les choses de manière radicale, comme tu l'as dit, Jean-Philippe, c'est-à-dire en allant à la racine des problèmes, plutôt que de faire des petits bouts de mesure comme ça qui vont passer à peu près dans les médias, chez les gens, parce que surtout, il ne faut pas les brusquer, il ne faut pas leur dire, mais si, il ne faut pas les brusquer, mais il faut leur parler vrai. On doit la vérité aux gens et on doit leur dire qu'on va prendre les problèmes à la racine, parce que c'est comme ça qu'on résout les problèmes de la manière la moins coûteuse et la plus efficace pour tout le monde. Passer en revue d'autres personnes qui ne sont pas là, qui sont tout aussi intéressantes, des gens connus ou pas connus d'ailleurs, il y a les deux. Donc il y a par exemple Juliette Cap, qui est artisane couturière au Courguin-Maritime. Il y a Kamel Gendoubi, qu'on ne présente plus, mais donc, qui est ancien ministre de la transition démocratique en Tunisie et qui est expert à l'ONU. On a Ali Kalfet, pareil, qu'on ne présente plus, qui est le commerçant au Tunisien, à la plage, avec ses fameux beignets. On a Fanny Hermel, qui est sans profession au Beaumarais, comme on l'a dit tout à l'heure. Là, je veux dire, c'est pas une honte d'être sans profession, d'être en formation, d'être voilà, pas de souci. Virginie Marion, qui est enseignante-chercheur, qui habite à Saint-Pierre. Louise Druel, qu'on ne présente plus non plus, qui remplit, ça fait partie de ce genre de personnes justement. Au début, c'était difficile, elle a été difficile à convaincre, mais quand elle a vu notre projet, ça lui a donné envie, elle a dit allez, je repars, je mets mon expérience au service du collectif. Donc Louise qui est artiste. On a Martine Devries, donc c'est la doyenne, on avait dit tout à l'heure, il me semble, donc qui est médecin retraité. Et on a, donc c'est des exemples, et on a Hugo Cavel, donc qui est étudiant, et effectivement ça doit être un des plus jeunes de l'IT, je pense. On peut parler aussi de Christian Loucher, qui est quand même le fondateur d'Opal Vélo Service, qui a été élu à la mairie aussi, écologiste, dans une majorité précédente, et qui a donc mis en place toute la politique vélo, qui a été en partie détricotée par Natacha Bouchard quand elle est arrivée. Romain Merlène aussi, qui est le fondateur de Marine Life Channel, qui est une association de défense de la biodiversité marine et de l'environnement côtier. Et qui est en 5e position. Oui, c'est ça. Oui, t'as raison. J'ai juste envie de rajouter que je pense qu'on est en train de réunir toutes les conditions sine qua non. Allez, bonne chance à nous. Et c'est ma... J'ai juste envie de dire que personne n'est à l'abri de quoi que ce soit et que tout peut arriver du jour au lendemain.
que tout est voué aussi à s'écrouler. Donc c'est vrai qu'avec les temps qui courent, pour l'instant, on n'est pas forcément à l'abri de quoi que ce soit. Donc ça pouvait être nous, comme ça pouvait être quelqu'un d'autre ou un autre pays. Et je trouverais dommage que personne ne soit solidaire ou qui soutienne les pays ou les peuples en difficulté. Dans le programme, ce qu'on a inscrit par rapport à la solidarité internationale et notamment la solidarité avec le peuple palestinien, c'est la possibilité de jumeler des villes. Donc il y a la possibilité de jumeler la ville de Calais avec des villes palestiniennes. Il y a aussi la possibilité de montrer sa solidarité par des gestes qui sont symboliques mais qui sont importants en fait. Sensibiliser l'opinion publique, ce n'est pas rien, et notamment lever le drapeau palestinien devant le fronton de la mairie. Ça n'a pas été fait à Calais au moment de la reconnaissance par la France de l'État palestinien. Il y a aussi la possibilité de faciliter la venue de Palestiniens, Palestiniennes, donc de soutenir l'émission de visas. C'est des choses extrêmement concrètes qui changent la vie des gens. Et ça, évidemment, la mairie de Calais actuellement ne fait rien de ce que l'on propose et ce qui est inscrit dans le programme. C'est que les jumelages, ils existent dans notre ville. Dunkerque est jumelé à Gaza, Lille est jumelé à Naplouse. Et nous, on est déjà en lien avec nos engagements associatifs, par exemple, avec les camarades qui font vivre le jumelage à Naplouse. Et c'est très concret et ça crée aussi vraiment des liens sur la longue durée qui sont très enrichissants. Par exemple, à Lille, ils ont accueilli des comédiens palestiniens cette année et ça crée vraiment des rencontres qui ont profité en fait aussi à l'ensemble des habitants de Lille, quoi. C'est simplement décider de ne pas se fournir chez des producteurs ou chez des entreprises qui ont soutenu le génocide du peuple palestinien à Gaza et en Palestine. Tout simplement, c'est un choix que la mairie fait. Je me souviens, il y a quelques temps, au conseil municipal, j'avais posé la question sur les systèmes de vidéosurveillance déployés par la mairie. Parce que j'avais su qu'il y avait des systèmes de reconnaissance faciale, d'intelligence artificielle qui pouvaient être développés ou utilisés. Ça a été le cas dans d'autres villes. J'ai posé la question, la réponse a été élusive, mais par contre, j'y suis revenu à la charge et donc le choix a été fait de changer de système. Donc c'était plus Canon qui travaillait avec l'entreprise en question, israélienne, mais un autre système qui a été choisi. Bien sûr qu'il y a une compétence de l'État, hein, comme tout un tas de sujets. Enfin, je veux dire, les compétences sont partagées, mais sur l'accueil des personnes exilées, la maire de Calais, elle peut faire énormément de choses. Une première chose, c'est qu'elle peut arrêter de nuire et harceler. Voilà. Première chose, elle peut arrêter de nuire et harceler. Arrêter, je ne vais pas vous faire la liste, vous le savez aussi bien que moi en courant Calais, mais les rochers, les grillages, la confiscation des cuves d'eau. En fait, la criminalisation des assauts dans le discours. En fait, dans les actes et dans le discours, elle peut déjà arrêter de faire le mal. C'est pas interdit. Et ensuite, elle peut aussi faire le bien. C'est-à-dire qu'elle pourrait réquisitionner les logements, elle pourrait, ou nous, ce qu'on propose dans le programme, pour revenir au programme, elle pourrait ouvrir, quand même qu'elle est une ville où il n'y a pas d'accueil de jour municipal, inconditionnel. C'est quand même excessivement grave. Elle pourrait ouvrir des bains-douches, ça existe dans plein de villes. Elle pourrait, quand il y a des personnes rescapées de naufrage, comme le font énormément de maires du littoral, qui ne sont pas de gauche d'ailleurs, hein. Vraiment, hein. Elle pourrait ouvrir les bâtiments publics, les gymnases et les écoles. Enfin voilà, la liste de ce qu'elle peut faire est vraiment éminemment longue. Et puis une troisième chose, donc ne pas nuire, faire le bien à son niveau. Puis il y a une troisième chose, c'est aussi la maire de Calais, extrêmement vocale pour être entendue à la commission d'enquête parlementaire, devant l'Assemblée nationale, pour être entendue par le ministre de l'Intérieur, pour faire alliance avec les autres maires du littoral. Pourquoi elle n'utilise pas cette énergie en faveur de l'accueil? Pourquoi elle l'utilise actuellement et depuis, je dirais pas 18 ans, ce serait, parce c'est vrai qu'au début de son mandat, elle a tenté des choses. Elle a complètement arrêté d'essayer de faire le bien. Pourquoi elle n'utilise pas toute cette énergie pour justement au niveau national faire entendre un accueil alternatif? Voilà. Des maires pas loin l'ont fait. Pas loin d'ici, des maires l'ont fait, c'est possible. Il n'y a pas de fatalité. Puis de travailler de consort avec les associations existantes, on en vient encore là, c'est qu'il y a des journées d'associations, il y a les associations qui sont invitées à la mairie, qui sont remerciées et compagnie, et toutes les associations qui peuvent venir en aide aux exilés ne sont jamais représentées, jamais invitées. Comme je dis, c'est criminalisé. Quand on l'a entendu avec Apolline de Malherbe il y a quelques années, on était des activistes. Enfin, je dis on parce que je fais partie d'une association aussi, mais c'était ça. C'est notre faute, alors qu'il y a des gens qui savent faire, que ça fait des décennies qu'ils accompagnent les personnes exilées sur Calais et qui ont une vraie expertise sur la question.